Dans notre dernière aventure, nous avons suivi Claude Lévi-Strauss dans sa quête des structures universelles de l'esprit humain. Mais cette organisation des sociétés implique-t-elle toujours un pouvoir central, un chef, un État ? On nous raconte souvent que l'histoire de l'humanité serait une marche inévitable vers la complexité et vers l'État, comme si les sociétés sans roi ni police n'étaient qu'une enfance de la politique. Et si c'était faux ? Si ces sociétés n'étaient pas sans État par manque, mais par choix, si elles avaient inventé des mécanismes pour empêcher l'émergence d'un pouvoir séparé du peuple. C'est cette hypothèse radicale qu'explore Pierre Clastres, élève de Lévi-Strauss, homme de terrain, poète et penseur politique. Dans les années 60, Clastres part en Amazonie, chez les Guayakis et les Guarani. Il partage leur quotidien, apprend leur langue et est frappé par la figure du chef. Une figure surprenante, car ici le chef ne commande pas. Son rôle est l'exact opposé de ce que l'on attend dans nos sociétés d'un dirigeant. Il ne peut donner aucun ordre. S'il essaie, on rit de lui. Son autorité repose uniquement sur la parole et la générosité. Il doit parler bien, parler beaucoup, apaiser les tensions. Et il doit sans cesse donner, partager, organiser des fêtes. Le prestige se gagne en donnant, jamais en accumulant. Résultat, le chef est souvent le plus pauvre de la tribu. Placé sur un piédestal, mais surveillé de près, il est prisonnier de son rôle. La société le tolère tant qu'il reste serviteur de la communauté, pas maître. Clastres observe un autre phénomène omniprésent dans ces sociétés, la guerre. Non pas la grande guerre de conquête, mais un état de guerre quasi permanent entre les petits groupes. L'explication classique y voit un signe de sauvagerie. Clastres, lui, va y voir une logique politique implacable. La guerre, dit-il, n'est pas un signe d'immaturité, mais une machine sociale très efficace. En maintenant chaque communauté dans un état d'hostilité envers ses voisins, la guerre empêche les alliances, les fusions, la création de grands ensembles. La guerre maintient la société dans un état de fragmentation. Et une société fragmentée est une société où un pouvoir central ne peut pas émerger. La guerre n'est pas le contraire de l'ordre, elle est le remède qui empêche l'ordre unifié et coercitif de l'État de naître. Certains chercheurs, comme Pierre Darmanjat, ont nuancé cette idée. Pour lui, la guerre n'est pas forcément une stratégie consciente pour éviter l'État, mais plutôt le produit d'autres logiques. Rivalité pour les ressources, vengeance, prestige guerrier. La conséquence est bien la fragmentation des groupes, mais pas nécessairement l'intention. Clastres voyait de la politique là où il y a peut-être surtout des dynamiques sociales spontanées. La conclusion de Clastres, exposée dans son livre culte « La société contre l'État », est une bombe intellectuelle. Ces sociétés ne sont pas des sociétés sans État. Ce sont des sociétés activement organisées contre l'État. Elles ont une connaissance intuitive de ce que Clastres appelle la grande division, celle qui sépare les dominants des dominés. Et toute leur organisation sociale, le rôle du chef, la logique de la guerre, est conçue pour empêcher cette division mortelle d'apparaître. Elles préfèrent la liberté, même au prix de la violence et de la pauvreté matérielle, à la sécurité promise par un État qui, inévitablement, créera des inégalités et de la servitude. Ce ne sont pas des sociétés incomplètes qui n'auraient pas encore découvert l'État. Ce sont des sociétés complètes qui ont fait un choix politique radical. Le refus du pouvoir séparé du peuple. L'aventure de Pierre Clastres est une formidable réhabilitation de la pensée politique des peuples premiers. Il nous a montré que ces peuples n'étaient pas des enfants de l'histoire, mais des acteurs politiques conscients, qui avaient développé des stratégies pour préserver leur autonomie. Clastres nous pousse à une révision radicale de notre vision de l'histoire.
Et si l'État n'était pas le sommet de l'évolution sociale, mais une invention tardive et ambiguë? Et si, au lieu de signe de progrès, il marquait le début de l'asservissement? Son œuvre est brève. Il est mort tragiquement dans un accident de voiture en 1977 à seulement 43 ans. Mais son influence est immense, bien au-delà de l'anthropologie. Elle nourrit aujourd'hui encore les débats sur le pouvoir, la liberté et les formes possibles d'organisation collective. Avec Clastres, nous avons encore cherché une grande loi, une mécanique cachée derrière la diversité des sociétés. Mais pour certains anthropologues, cette quête de lois universelles est une impasse. Dans notre prochain épisode, nous allons assister à un tournant majeur de la discipline. Nous partirons pour Bali avec le grand anthropologue américain Clifford Geertz. En assistant à un simple combat de coqs, il va défendre l'idée que l'anthropologie n'est pas une science qui explique, mais un art qui interprète. Une aventure qui nous apprendra à lire une culture par-dessus l'épaule de ses habitants. D'ici là, observez les groupes auxquels vous appartenez. Demandez-vous quels mécanismes, subtils ou non, ils mettent en place pour empêcher une seule personne de prendre tout le pouvoir. Et surtout, restez curieux.